Voilà. Et ben, bienvenue à chacune. Je suis super contente de vous accueillir autour de ce sujet qui est développer son alignement et sa justesse. C'est un sujet qui m'a énormément habité, qui m'habite toujours depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Et vous allez voir que ce moment, c'est un moment très cocon, en fait, parce que d'habitude, j'anime plutôt des ateliers assez expérientiels où je propose pas mal de travail intérieur avec des questions, des conversations. Et là, c'est plus de la transmission. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir être tranquille à juste recevoir, vous laisser inspirer, écouter. Vous pouvez même vous allonger, fermer les yeux. Bon, il n'y aura pas les images, mais voilà, pour moi, l'idée, c'est que ce soit vraiment un temps de ressourcement pour vous. Et en ce moment, j'organise une série de webinaires en lien avec une formation qui aura lieu à Nantes en décembre, qui est l'initiation au coaching en développement intégral. Donc les 3 jours pour apprendre les bases de l'approche et de la méthodologie. Et du coup, dans ce cadre-là, je suis hyper contente d'avoir une sorte d'opportunité, d'occasion de faire connaître un petit peu plus le coaching en développement intégral. Parce que c'est une approche qui est très peu connue en France et pourtant qui est à la fois très exigeante, très bienveillante, très puissante, très poétique. Donc elle rassemble énormément de dimensions pour soutenir un humain adulte dans son développement. Voilà, et puis moi je vibre cette approche de coaching depuis maintenant 8 ans et demi, parce que j'ai commencé ma formation aux États-Unis il y a 8 ans et demi. Voilà, donc pour aujourd'hui, donc voilà, notez vos questions au fur et à mesure. Je proposerai un petit temps pour les questions vers la fin. On est ensemble jusqu'à, du coup, c'était 12h30 jusqu'à 13h45. Si vous devez partir en cours de route, pas de problème. De toute façon, je vous enverrai le replay et la présentation. Enfin, le replay, pas forcément, mais en tout cas, enfin, si, je vous enverrai les deux, replay et présentation. Voilà. Et si j'ai des sortes de petites règles pour la bulle de confort que je vous propose, c'est d'abord le prendre soin de soi. Pour moi, c'est vraiment des thématiques qui nous invitent à pratiquer le prendre soin de soi. Donc, pendant ce moment-là, prenez soin de vous en priorité. Si vous avez besoin de vous absenter ou quoi que ce soit, allez-y, revenez. Voilà. Et puis, l'autre point que j'avais envie d'amener, c'était l'écoute profonde. Parce que bah, dans tout ce que je vais vous partager, il y a l'écoute de ce que je vais dire, qui est un peu l'écoute habituelle, le recevoir les paroles, et puis il y a l'écoute de ce que ça suscite à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que moi, je parle d'écoute profonde. C'est comme écoute extérieure et puis écoute intérieure. C'est quoi ce que ça suscite? C'est quoi les sensations, les émotions, les états intérieurs, les pensées aussi qui peuvent se manifester, les idées euh, que ça vous inspire. Et puis, vous pouvez bah, vraiment faire confiance à tout ça comme faisant partie du processus pour vous guider en lien avec cette thématique. Parce que si vous êtes là aujourd'hui autour de cette thématique, bah, c'est qu'elle vous appelle et qu'il y a probablement quelque chose qui va se manifester pour vous comme prochaine petite étape. Et je vous proposerai quand même un petit temps de réflexion à la fin autour de bah, comment c'était pour vous ce temps, est-ce que vous retenez et est-ce que ça vous donne envie d'un prochain petit pas? Parce que dans la dimension du coaching en développement intégral, il y a vraiment cette dimension d'être inspiré, nourri, de ressentir, de se connecter et puis ensuite d'en faire quelque chose pour cheminer un petit pas plus loin. Je vais commencer par guider un temps d'ancrage parce que je trouve que c'est toujours très soutenant d'avoir un sas entre tout ce qui s'est passé avant, toute l'activité du mental et une forme de arriver ici maintenant dans l'instant présent pour accueillir ce contenu en étant vraiment bien connecté à soi. Je vérifie que vos micros sont éteints, super. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vérifier aussi que vos téléphones portables sont en silencieux. Et puis, on va partir pour quelques minutes d'ancrage. Donc, je vous propose de vous installer. Donc, tout ce que je vais proposer, ce sont des invitations. Il n'y a aucune obligation. Sentez-vous libre. Ah, voilà, je vous propose de fermer vos yeux. Trouvez la posture qui est juste pour vous. Si vous êtes fatigué, ça peut être allongé. Sinon, c'est plutôt assise. En laissant vraiment vos jambes, votre bassin se déposer là où vous êtes installé. Je vous propose de prendre contact avec votre respiration.
de devenir consciente du va-et-vient de votre inspire, de votre expire. Et en cet instant, on est en train de passer comme d'un monde à l'autre, passer d'un monde très guidé par le mental à un monde plus englobant, plus subtil et profond, qui inclut le corps, l'intelligence de notre corps, qui inclut l'émotionnel, qui capte bien plus que ce que peut capter la pensée. Alors permettez-vous juste d'atterrir, d'arriver dans votre corps, dans votre ici et maintenant. En prenant conscience de votre posture, en laissant vraiment l'air circuler à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à changer à votre respiration, simplement observez, ressentez. Observez ce qui devient un petit peu différent. Qu'est-ce qui était là quand vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui n'est plus là? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Toujours, vous êtes relié à votre souffle. Ressentez la force de gravité qui est comme aimante dans votre corps à la terre. Sentez à la fois l'ancrage du bas de votre corps, pieds, chevilles, mollets, genoux, relâchés, détendus, cuisses, fessiers, bassin, hanches, bas du ventre, bas du dos détendu. Toujours le souffle. Sentez cet ancrage, ce poids du bas de votre corps de plus en plus déposé. Et à partir de là, observez votre colonne vertébrale, symbole de votre axe, de votre verticalité d'humaine qui marche son chemin. Sentez tout l'espace qui se fait quand vous inspirez, expirez. Permettez à tout votre buste de se relâcher, se détendre. Il y a un équilibre dans le buste entre de l'alignement, de la verticalité, puis en même temps la détente. Laissez se relâcher vos épaules, vos bras jusqu'au bout des mains. Et toujours, vous êtes relié à votre respiration. Laissez se relâcher votre gorge, votre cou, votre nuque. Permettez à votre tête de se relâcher, se détendre en cet instant. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Tous les enjeux, les questions, les choses à faire, vous les retrouverez après. En cet instant, il n'y a rien à tenir, rien à porter. C'est vous qui êtes tenu, porté. Et sentir la pluie de la planète Terre et vos soutiens qui apportent ce soutien immuable. Vérifiez que vos paupières, vos globes oculaires sont relâchés. Vérifiez que vos mâchoires sont relâchées. Et toujours, vous êtes relié à votre souffle, votre respiration. À nouveau, venez observer ce qui est différent. À quoi avez-vous accès dans cet état un peu plus dropped in, un peu plus connecté à l'intérieur de vous, descendu dans des ressentis plus subtils. Et puis à partir de cet état de présence attentive, cet état de connexion à vous, je propose de laisser émerger ce qui est important pour vous en lien avec cette thématique d'aujourd'hui, l'alignement, la justesse, le cheminement vers ça. Qu'est-ce qui est important pour vous?
Et tranquillement, on va revenir ensemble, d'abord en prenant une inspiration profonde, en ramenant du mouvement dans notre corps, en laissant le corps faire ce qu'il a besoin de faire. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez venir ouvrir vos yeux, revenir à l'espace physique qui vous entoure et à cette conversation précieuse que nous ouvrons. Je vais me présenter parce que je réalise que je ne me suis pas encore présentée pour celles notamment qui ne me connaissent pas ou avec qui on s'est rencontrés il y a longtemps. Euh, donc pour moi, les notions d'alignement et de justesse sont clés depuis ouais, une dizaine d'années. Et je pense qu'il n'y a pas une seule journée où, dans ma façon de penser, de parler, d'agir, c'est pas présent à l'intérieur de moi. À quel point ce que je suis en train de faire là ou de dire là, c'est aligné avec ce que je ressens, ce que je pense vraiment, à quel point il y a de la justesse dans ma posture. Et je dirais que c'est un travail de tout instant et puis, enfin, il y a comme des étapes des grandes étapes enclenchées, et puis la vie revient me secouer dans mon besoin, ma quête d'alignement et de justesse. Et notamment, moi, ça a été beaucoup par l'arrivée de la maternité dans ma vie. J'ai eu deux enfants là ces 4 dernières années, et ça m'a beaucoup secoué et beaucoup fait travailler sur en fait un nouveau paradigme pour moi de ce qu'était cet alignement et cette justesse avec cette nouvelle réalité. Par rapport à mon chemin, j'ai un début de vie très lié à des normes en fait que j'avais intégrées, un grand conditionnement d'éducation, de société. À la fois donc le choix d'un chemin, j'étais quand même connectée avec ce qui m'attirait, mais il y avait quand même une sorte de chemin assez limité. Je ne voyais pas très largement tout ce qui était possible. Et du coup, j'étais très guidée par quand même une notion de performer, être valable dans la société selon les normes habituelles. Et donc, j'ai fait une prépa littéraire, une école de commerce, et j'ai travaillé dans des grands groupes, des grandes entreprises en gestion des ressources humaines. Donc, j'étais quand même allée vers les ressources humaines, ce qui m'a beaucoup rapprochée de mon talent. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment senti que c'était trop limitant pour moi, en fait, l'entreprise. En fait, je me posais beaucoup de questions sur la suite, notamment parce que j'accompagnais sur du recrutement, de la gestion de mobilité carrière. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une sorte de révélation pendant des vacances que je passais en Écosse avec des amis, où j'ai vécu une nuit, une sorte de transe. J'étais un peu transportée dans une insomnie et je me suis vraiment posé des questions très importantes qui étaient de l'ordre de qu'est-ce que je veux vraiment? J'avais 28 ans, c'était il y a 10 ans. Et a émergé de cette nuit d'insomnie la décision de prendre une année sabbatique dans laquelle j'allais faire tout ce qui avait du sens pour moi. Donc c'était à la fois très très enthousiasmant, parce qu'à partir du moment où j'ai eu cette idée en moi, je me suis dit, ah, c'est extraordinaire, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je veux faire ça. Et en même temps, ça a suscité pas mal de questionnements et de peur aussi sur, en fait, je sortais complètement d'un cadre connu. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Donc beaucoup en allant vers l'inconnu et beaucoup en me laissant guider par ce qui était vivant, ce qui se manifestait à l'intérieur de moi. Et ça m'a amené en fait à faire un grand travail de déconditionnement justement, de déconstruire énormément de choses. Je suis partie pour ça, enfin pour ça. Je pensais pas que je partais pour ça, mais en fait je suis partie à l'autre bout du monde et il s'est passé ça. Euh, et, euh, et donc, j'ai découvert que j'étais beaucoup guidée par ma tête et j'avais pas appris à vraiment écouter l'intelligence de mon cœur, de mon intelligence émotionnelle. J'ai découvert qu'il y avait une sagesse innée dans mon corps, mais personne ne m'avait jamais dit ça avant de découvrir le coaching en développement intégral. Et du coup, petit pas par petit pas, j'ai retrouvé vraiment le fil de ma justesse et de beaucoup de cohérence intérieure. Et ça m'a amené à des choix très guidés par mon instinct, mon intuition, au-delà des normes et de peurs du mental autour de choses beaucoup plus traditionnelles que je voyais autour de moi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré James Flaherty, le fondateur de l'école de coaching
New Ventures West aux États-Unis. Je l'ai rencontré quand j'étais à Singapour dans cette année sabbatique et ça a été une révolution pour moi. Et du coup, après, je suis partie me former à San Francisco pendant un an avec lui. Et assez vite après ma formation, donc j'ai commencé à accompagner en individuel, en collectif. Et assez vite, on m'a proposé de rejoindre la faculté en fait de cette école, alors de la branche québécoise en fait francophone. Et donc depuis peut-être 6 ans, je travaille avec la branche donc, québécoise qui s'appelle Convivium. En tant que, au début, j'étais guide de groupe d'apprentissage, et puis ensuite j'étais mentor coach. Je suis toujours mentor coach, et puis là, du coup, j'anime la formation d'initiation en France. Voilà pour mon cheminement. Et puis, voilà, je vais lancer du coup la présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Alors, magnifique. Donc, je pense que vous voyez, j'essaie de bouger les barres. Voilà. Et donc, je vais mettre en diaporama. Hop, voilà, développer son alignement et sa justesse avec le coaching en développement intégral. Alors, pour parler un petit peu du coaching en développement intégral, c'est une approche, comme je le disais, qui est peu connue en France. Et donc, le mot intégral est très important. En fait, il y a cette idée dans l'intégral qu'on travaille pour nos clients, euh, non pas juste sur l'enjeu qu'amène la personne, mais sur la personne dans sa globalité. Donc, on va être très large dans notre façon de considérer la personne. C'est un coaching qu'on dit vertical, qui adresse la cause racine. Donc, notre client va venir avec un enjeu et dans les conversations, notamment la première conversation, on va aller vraiment explorer en profondeur ce qui se joue et ce qui fait que la personne rencontre cet enjeu-là pour non seulement aider le coaché à résoudre cet enjeu-là, trouver en lui les ressources pour faire face à ça, mais en plus développer énormément d'autres choses puisque la personne va développer sa conscience d'elle-même, va développer beaucoup de ressources intérieures. Voilà, et c'est vraiment dans le flux de la conversation qu'émergent les bonnes thématiques qu'on va aller explorer. Il y a 3 objectifs dans un coaching en développement intégral. Donc, au-delà, bien sûr, d'aider le client à travailler autour de ce qui est très important pour lui dans l'instant T, c'est de développer son excellence. On aide notre client à développer son excellence. Et l'excellence, c'est être au meilleur de soi-même. Développer la capacité d'autocorrection. Autocorrection, c'est apprendre à identifier nos schémas limitants. Et plutôt que jouer du coup ces schémas réactifs, inconscients, automatiques, être capable de se prendre en vol et d'amener une autre réponse en fait face à cette situation. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, dans ma vie personnelle avec mon mari, il y a eu beaucoup de disputes où j'étais moi dans un schéma où je boudais. Et ben, typiquement, l'autocorrection, ça a été la capacité, au bout d'un moment, parce que lui n'était pas du tout dans ce schéma-là, d'être capable de changer en fait ce schéma automatique que j'avais hérité. Et ensuite, troisième objectif, l'autogénération. En fait, c'est permettre à notre client de devenir son propre coach. C'est-à-dire qu'il y a tellement, durant un accompagnement qui général est sur 8 à 10 séances, il y a tellement d'ouverture, d'apprentissage d'outils, de découverte et d'intégration, en fait, d'appropriation, que à la fin du coaching, la personne est capable de générer pour elle-même les opportunités, les habitudes, les bonnes relations dont elle a besoin pour se déployer dans la suite de sa vie. Donc souvent, dans les séances de bilan en coaching, ce qui se passe, c'est je ne pensais pas que j'irais aussi loin dans tout ce que j'ai appris. Je suis venue pour quelque chose et je repars avec plus vaste. Voilà, ce qui est complètement logique parce que dans le développement intégral, on cherche ça. Le développement intégral permet un retour à qui l'on est et un travail sur les limites. C'est-à-dire que, en fait, dans ma posture de coach, moi, je vais essayer de voir la personne dans qui elle est profondément en deçà de toutes les couches protectrices
que la personne a développé avec le temps, parce qu'en tant qu'humain, il se passe ça chez nous, on en reparlera un peu plus tard. Donc moi, je suis ce miroir-là qui permet à la personne de se rappeler ça. Notamment, ça peut être proche de l'enfant qu'on était quand on avait 7 ans ou 6 ans. Et puis, un travail sur les limites, parce que ben, j'aime bien cette image de hisser les voiles. On va vers ce qui est juste, ce qui nous appelle. On retrouve vraiment cette capacité à capter en fait ce qui a du sens, ce qui nous met en énergie et hop, on se lance vers ça. Mais il y a forcément des choses qui nous retiennent. Sinon, ce serait trop facile, notre vie d'humain. Et là, donc, hisser les voiles et larguer les amarres, le travail sur les limites, identifier et venir travailler avec tout ce qui entrave le développement. Voilà, en lien avec notre structure d'interprétation. Notre structure d'interprétation, c'est notre façon de voir le monde. J'en reparlerai aussi un peu après. Et donc, c'est une méthodologie qui est créative, exigeante et inspirante. Créative parce qu'on utilise notamment des images de façon totalement sur mesure pour identifier des schémas dans lesquels on ne veut plus être et être inspiré par des nouvelles façons d'être au monde à un niveau de développement qui nous convient davantage dans cette étape de notre vie. Et dans le coaching en développement intégral, il y a une grande exigence parce qu'il y a vraiment cette conscience que le développement du coach est aussi important que le développement de nos clients et qu'on peut accompagner nos clients ben, si nous, on se développe. Il y a vraiment cette idée de travailler sur notre posture. Comment j'ai une posture dans laquelle je suis consciente de mes biais, des blessures que je peux projeter, de tout ce que j'amène. Par exemple, si j'ai un grand critique intérieur, je peux projeter. Moi, je sais pas par hasard que je donne cet exemple parce que j'ai un fort critique intérieur. Et ben, je peux projeter mon critique sur mon client. Donc, il y a beaucoup de travail chez le coach en développement intégral. En tout cas, c'est très recommandé pour pouvoir avoir une posture neutre d'accueil inconditionnel, de soutien et en même temps une grande capacité à challenger. Parce que ce que j'observe aussi chez les jeunes coachs que j'accompagne, c'est que bousculer le client, c'est pas si facile. Hop. Donc au programme pour aujourd'hui, je passe sur notre thématique. Être aligné, ça veut dire quoi? Ensuite, retrouver notre fil rouge, puis se libérer des histoires que nous nous racontons. En 4, devenir davantage conscient, consciente de nos mécanismes de protection. 5, se réintégrer tête, cœur, corps, retrouver une cohérence intérieure. 6, le langage de la justesse. Et 7, revenir à une expression fluide et authentique de qui nous sommes. Hop là. Alors, être aligné, ça veut dire quoi? Et j'ai mis cette image de Gandhi parce que pour moi, c'est quelqu'un qui représente beaucoup un alignement. Alors, être aligné. Donc, c'est selon le coaching en développement intégral. Et puis, ce qui est important, c'est que, en fait, il y a la trame du coaching en développement intégral et puis chaque coach en développement intégral va venir apporter sa coloration. Donc, forcément, moi, Julia, j'amène toute mon expérience de vie et du coup, cette présentation que je vous propose aujourd'hui, il y a beaucoup de coaching en développement intégral et il y a aussi beaucoup de Julia, de mon spectre à moi, de mon expérience. Alors, être aligné. Être aligné, c'est vivre notre vie quotidienne dans les diverses facettes de cette vie à partir d'une clarté et d'une cohérence intérieure. On parle d'alignement tête, cœur, corps. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, non seulement je le conçois et en plus je l'expérimente, même si c'est pas toujours très confortable. Donc l'alignement tête-cœur-corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas nos choix uniquement à partir de notre intellect, ce que la société moderne occidentale nous a énormément conditionné à faire, mais on inclut ce qu'exprime notre cœur, c'est-à-dire notre intelligence émotionnelle, et notre corps, la sagesse innée de tous les ressentis qu'on peut percevoir et capter. C'est parler et agir en prenant en considération nos besoins et nos désirs. C'est avoir le courage de sortir de nos sentiers battus pour aller vers ce que nous sentons être plus juste. Et effectivement, ça demande du courage parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ressent à l'intérieur un appel, mais ça demande d'aller vers vraiment des choses assez inconnues et nouvelles. Bon, et il y a plein de petites choses qui ensuite, on va pouvoir mettre en place pour avancer vers ça. Mais au début, ça peut faire assez peur. Donc, qu'est-ce que ça implique? Alors, j'ai mis Thomas Dansembourg. Moi, je suis très, très, très fan de Thomas Dansembourg. J'ai fait des formations avec lui en communication non violente en Belgique, dans son magnifique château.
Et lui, ce qu'il dit, c'est être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Donc c'est pareil avec l'alignement. Parfois, on pourrait se dire, bah, plus je vais m'aligner, plus ça va être facile. Bah, en fait, ce qui se joue, c'est que notre développement d'humain, on travaille des grandes thématiques, chacun, elles sont uniques et différentes. Et notre développement, il se fait en spirale. Ça veut dire que plus on s'aligne, plus on est conscient, et plus la vie vient nous confronter à des challenges et des enjeux profonds, exigeants, parce qu'on s'éveille, on chemine. Et du coup, ben, parfois je me dis, mais c'était presque plus facile quand je vivais ma vie de façon beaucoup moins consciente. Et quand j'étais peut-être moins connectée à toutes les émotions inconfortables qui viennent me rencontrer. Alors, être aligné, donc ça implique de se connaître, notamment de savoir quels sont les engagements centraux de nos vies, quels sont nos besoins, quels sont nos désirs, nos valeurs, nos élans, nos rêves, nos peurs, nos blessures, nos schémas automatiques, nos croyances. Et donc ça, c'est parfois difficile, en fait, tout seul, ou même avec des amis, de réfléchir en profondeur à ça. Et c'est pour ça que la présence d'un coach, tant si vous avez envie d'être coaché, accompagner ou si vous avez envie d'accompagner les autres, c'est très précieux d'avoir un grand espace pour explorer ça, pour se connecter à ce qui est vraiment profondément vibrant et vivant à l'intérieur. Ensuite, être aligné, ça implique d'être conscient, consciente de la personnalité que nous avons construite. Parce qu'en fait, en étant petit et en grandissant, on est davantage devenu la personne que le monde attendait pour garder l'amour et donc la sécurité et nous garder en vie tout simplement, plutôt que être devenu profondément la personne libre qu'on était. Et on a plutôt dû supprimer des parts de nous, étouffer des parts de nous. Typiquement dans une famille, par exemple, où il fallait pas être en colère, si moi j'étais une petite fille en colère, ben, j'ai appris à ne plus être en colère. Idem pour il faut pas pleurer, par exemple. Donc voilà. Et du coup, ben, s'aligner, c'est devenir vraiment conscient de ce qu'on joue en fait comme rôle et de la façon dont nos masques de personnalité nous amènent à n'être pas qui nous sommes. Et par exemple, quand j'ai fait ma formation de coaching en développement intégral, on nous a proposé de travailler avec le questionnaire Ennéagramme, qui est un questionnaire de découverte de soi. Et moi, j'ai découvert que j'étais le type 3, donc qui est en gros la surperformeuse, et que le schéma que j'avais adopté, c'était en fait, j'arrive dans un endroit, je capte ce qu'il faut faire pour être valorisé et je deviens cette personne, je fais ces comportements. Et du coup, pendant mon année sabbatique en Asie, je pense que j'étais aussi partie là-bas parce que là-bas, personne n'attendait rien de moi. Et du coup, j'ai pu me confronter à mais qui suis-je? Alors, ça a été assez vertigineux et ça a été une grosse claque en fait de découvrir ça. Mais du coup, maintenant, j'arrive mieux à discerner en fait ce que je fais en fonction de l'extérieur versus en fonction de mon moi authentique. Être aligné, ça implique ensuite le courage d'agir en respectant nos valeurs, quitte à déplaire. Et ça, c'est souvent difficile d'accepter de déplaire. Ça implique de vivre petit à petit un peu plus chaque jour. Encore une phrase de Thomas Danzambourg, le petit à petit un peu plus chaque jour. Un quotidien qui est rempli de ce qui a du sens et de l'importance, c'est-à-dire dire non à des choses, dire oui à des choses et accepter les conséquences désagréables parfois de ces oui, de ces non, de ces transformations, de ces changements. Ça implique d'expérimenter de plus en plus une liberté profonde qui passe par un accueil bienveillant de nos failles. Moi, je travaille sur cette liberté depuis très longtemps et je découvre en fait encore aujourd'hui toutes les façons dont je suis prisonnière et beaucoup prisonnière intérieurement et je travaille donc toujours et encore à développer, déployer ma grande liberté. Et ça passe par beaucoup de douceur vis-à-vis de moi-même, en fait, et d'accueillir mes failles, mes parts plus sombres, moins sympas et belles. Et être aligné, ça implique un mouvement de détachement et d'ouverture. Ça implique d'être conscient que nous sommes des êtres en évolution perpétuelle et que notre vie nous invite à laisser derrière nous des identités passées pour renaître à de nouvelles identités. Donc voilà, moi je sens que cette métamorphose, j'ai l'impression d'être en métamorphose là depuis une dizaine d'années. Et parfois je me dis, mais j'en ai marre de la métamorphose et j'ai l'impression de très souvent ne plus être celle que j'étais pour être ben, comme une nouvelle moi, sauf qu'en fait, cette nouvelle moi, c'est moi à un niveau un peu plus profond que je n'avais jamais imaginé que j'étais. Et du coup, ça m'a fait, moi, beaucoup travailler, beaucoup de colère aussi sur des choses que la vie m'a fait vivre. Et en fait, je crois que j'étais pas vraiment d'accord. Ça a été beaucoup de souffrance et pourtant, ça m'a fait renaître.
Voilà, j'ai découvert comme les diamants dans les larmes. Donc, je vous propose de noter si vous avez des questions au fur et à mesure, de noter ce qui vous vient. Alors maintenant, retrouver notre fil rouge. Pourquoi retrouver notre fil rouge? C'est Thomas Danzambourg qui en parle très bien. Et c'est cette idée que quand on est enfant, il y a une grande clarté sur ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, notre façon de nous exprimer, notre connexion à nos émotions. Et puis la vie nous câble pour être bien considérés et se comporter bien comme il faut dans la société. Et du coup, on s'éloigne de ce fil rouge. Et l'idée, c'est de retrouver en fait ce fil rouge. Donc là, je vais vous parler un petit peu des étapes qui font qu'on s'éloigne du fil rouge. Donc, et puis qu'ensuite, on est comme secoué par la vie pour le retrouver. C'est comme un besoin c'est ça où je meurs. En fait, j'ai besoin de retrouver mon fil rouge, sinon je ne peux plus vivre. Donc, l'étape 1, c'est cette construction de cette fameuse personnalité. Donc, à la naissance, le bébé que nous étions, était plein d'un vaste potentiel. Et puis, arrivent les claques de la vie. Arrivent aussi tous les conditionnements familiaux. Le papa qui dit, ah, mon fils, ce sera un grand médecin. La maman qui dit, ah, il fera de la peinture et je vais l'inscrire à la peinture. Et puis, il faut pas être en colère, il faut pas faire ceci. On est trop en joie. Et du coup, on nous empêche d'être trop en joie. Puis, il y a les claques de la vie. Telle copine qu'on adore qui, du jour au lendemain, ne nous parle plus. Et voilà, donc tout ça, en fait, vient comme amener un abandon de soi, une trahison de soi, pour déjà maintenir l'amour des personnes qui prennent soin de nous, les caretakers. Et puis, on se sent blessé. Et puis, quand on est petit et on se sent blessé, en fait, c'est tellement violent qu'on n'a pas les outils pour réagir. Et donc, il y a beaucoup de violences intérieures qui se passent, même dans des petites choses qui peuvent avoir l'air anodines. Et donc, on développe une personnalité selon ce qui est attendu de nous. Et par exemple, on devient la fille qui fait rire tout le monde, on devient le bon élève, on devient la businesswoman hyper performante, et on est persuadé que c'est qui on est, et on est persuadé d'être authentique. Et voilà, et pendant un temps, généralement, ce qui se passe, c'est que nous vivons notre vie de cette façon, en pensant que notre personnalité, c'est notre moi authentique. Mais généralement, ça ne dure pas éternellement. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, étape 2. Étape 2, il y a une interruption. Le cours de notre vie est interrompu. J'ai mis l'image de The Truman Show. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Jim Carrey, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. En fait, Jim Carrey, il vit dans un monde et il croit que c'est sa vie. Et puis un jour, il se rend compte, donc il a une femme, des enfants, il va au travail, il est super joyeux. Et il se rend compte que c'est le héros d'une sorte de reality show, d'un show télé. Et qu'en fait, il y a des caméras partout et que tous les gens autour de lui sont des acteurs. Et donc, ce qu'il décide de faire à un moment, il prend conscience que le ciel qu'il voit au loin, c'est du carton-pâte. Et boum, il prend une sorte de bateau, il rentre dans le mur et hop, il part par l'escalier, il sort. Et donc, il y avait vraiment pour moi un peu ce truc de un jour, je prends conscience que il y a une forme d'illusion dans ce que je suis en train de vivre et il y a comme une autre réalité qui veut être vécue par moi. Donc voilà, ce que j'ai écrit, c'est la vie nous rappelle à l'essentiel parce que la vie nous veut vivants. Parce que parfois, on est un peu en train de s'éteindre, en fait, quand on est dans des vieux, enfin, des façons de fonctionner trop usées qui ne nous correspondent plus. Donc, on reçoit des signaux de désalignement. Ça peut être dans notre job, dans nos relations, on peut avoir un souci de santé, ça peut être un événement qui nous réveille, par exemple le décès ou la maladie grave de quelqu'un autour de nous qui nous donne une sorte d'électrochoc et qui nous ramène à quelque chose de plus vivant, important, précieux. Et donc, c'est comme une faille dans le système qui, jusqu'à présent, tournait bien. Ce qui était invisible devient visible. Et on commence à voir que quelque chose de nouveau est en train de s'ouvrir, même si sur le moment, généralement, c'est pas super confortable. On comprend qu'il nous est demandé de nous mettre en quête pour retrouver notre fil rouge. Hop. Donc l'étape 3, on se lance dans notre quête. Donc là, on se met à faire des trucs un peu nouveaux. Donc on s'ouvre au changement, à l'inconnu, on apprend à lâcher le contrôle, on devient un peu plus explorateur, exploratrice, on se questionne autour de ce qui a de l'importance et de la valeur. On s'ouvre à nos ressentis émotionnels, on avance dans notre processus d'individuation. L'individuation, ça veut dire devenir réellement soi en coupant un petit peu de l'héritage qu'on a reçu de notre famille. Nos relations évoluent aussi. On peut
ne plus supporter certaines personnes ou accepter de ne plus être en loyauté avec des personnes toxiques, par exemple, ou se faire de nouveaux amis avec qui on se sent beaucoup plus en phase. On explore notre ikigai. Notre ikigai, c'est en fait ce qui est au cœur et là où se rencontrent à la fois ce que j'aime faire, où sont mes talents, de quoi le monde a besoin à l'extérieur et comment je peux gagner de l'argent pour faire ça. Et puis, on s'affirme de plus en plus dans qui on devient. On ose en fait s'affirmer différemment. Donc, c'est nous à un niveau d'authenticité, de liberté plus grand. Par exemple, je travaille avec une cliente qui était beaucoup dans des obligations familiales, d'aller voir telle grand-mère, et en fait, elle était devenue maman et elle est devenue comme plus libre parce qu'elle a accepté de ne plus être dans ses obligations et de pouvoir dire non ou de pouvoir moduler en fait. Et donc, elle a appris, voilà, à être elle à un niveau d'authenticité et de liberté plus grand. Et puis étape 4, nous entrons dans une nouvelle façon d'être au monde. Nous accédons de plus en plus à notre boussole intérieure. Ce que j'appelle la boussole intérieure, c'est tous nos ressentis, au-delà de la pensée qui veut maîtriser, qui veut nous garder en sécurité. Il y a toutes nos émotions, notre colère, notre peur, notre tristesse, notre joie. Il y a tous les ressentis physiques. Est-ce que quand on me propose ce job ou il y a cette personne qui me plaît, cet amoureux, cette amoureuse potentielle, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Si, en pensant à tel, je ne sais pas, tel stage de développement personnel, il y a une expansion à l'intérieur de moi, ou alors si je m'apprête à aller au bureau et puis je me sens toute tendue partout et puis j'ai mal à l'estomac. Donc voilà, notre corps nous parle énormément, surtout si on est d'accord et si on développe notre acuité pour l'écouter. Donc, dans cette nouvelle façon d'être au monde, en général, dans ce que j'ai vécu et ce que j'observe beaucoup, c'est on fait moins pour être plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu coincées dans, le cercle du faire. Par exemple, j'avais aussi travaillé avec une cliente qui, tous les soirs, elle était célibataire et tous les soirs, elle avait des choses de prévues. Et elle a appris petit à petit à développer du temps pour elle et à aimer ces moments où elle pouvait être plus et faire moins. Et moins être avec les autres aussi pour être avec elle et se découvrir elle. Nous découvrons les trésors qu'il y a dans les moments de solitude choisis. Nous trouverons des guides et des compagnons de route parce qu'en fait, dès qu'on se met en marche sur ce nouveau chemin, la vie nous soutient. Nos pensées deviennent différentes, nos mots, nos actions deviennent différentes. Et du coup, généralement, ce qui se passe, et je l'observe énormément en coaching, c'est qu'il y a vraiment comme des choses autour de soi, des expériences, des opportunités, des personnes, qui se manifestent et qui permettent vraiment une sorte d'accélération sur ce nouveau chemin et une sorte de confirmation qu'on est sur le nouveau chemin. Nous développons notre confiance en nous, nous nous donnons des autorisations parce que bien souvent, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas. Par exemple, moi là, je suis partie en Corse, 4 jours et demi sans enfant. J'ai 2 enfants, je ne l'ai pas dit, de 1 an et demi et 3 ans et demi. Et ça m'occupe énormément et ça me fatigue énormément et c'est super, mais qu'est-ce que c'est exigeant pour moi. Et je me suis donné l'autorisation. En fait, je vais partir pour un voyage professionnel, animer une formation pendant 2 jours. Je m'étais déjà prévu un jour de plus vraiment off. Et en fait, la formation a été annulée et j'ai décidé de partir quand même. Et je me suis donné l'autorisation. Et il y avait, à côté de ça, mais ça va coûter cher, mais voilà, les personnes qui vont gérer mes enfants et moi, je ne serai pas là pour mes enfants et cetera. Mais en fait, il y a de plus en plus cette capacité à savoir ce qui est précieux, ce dont on a besoin et du coup, se donner l'autorisation de vivre ça et organiser, grâce à un réseau de soutien, autour de soi, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre ce qu'on a besoin de vivre. Donc, dans cette nouvelle façon d'être au monde, nous suivons le fil de ce qui vibre en nous. Nous suivons le fil de notre joie, de ce qui nous met en énergie, versus le fil du retour sur investissement. Nous avançons pas après pas par résonance, c'est-à-dire que ça se fait étape par étape. Pas besoin d'avoir toute l'histoire de comment ça va se passer. De toute façon, c'est impossible. Et par résonance, ça veut dire je suis connectée à mon corps, mon ressenti, donc je sais, quand ça dit oui à l'intérieur, quand ça dit non à l'intérieur et j'apprends de plus en plus à aller vers, ce qui me fait du bien, ce que j'ai envie de faire et il y a plein de choses qui s'ouvrent, en fait, quand je fais ça et puis nous ressentons à quel point notre inconscient et la vie nous guident vers ce qui est bon. Hop et donc, petit à petit, nous revenons à la maison, à l'intérieur de nous-mêmes. À New Ventures West, dans la formation de coaching, que j'ai suivie, on disait:
We're coming home to ourselves. Et j'adorais cette phrase de revenir à la maison et de se sentir vraiment dans un grand espace de sécurité, de joie, de calme intérieur. Et à partir de là, de vivre, de piloter notre vie. Donc, notre réalignement se met en place et il y a vraiment ce truc de lâcher la croyance que moi, petite humaine, je suis toute seule, et je dois lutter pour créer mon alignement et mon bonheur. Mais il y a vraiment ce truc de se voir en interdépendance dans la planète Terre avec tout un écosystème d'humains, avec les forêts, avec l'eau et juste d'être un maillon de ce grand écosystème du vivant et de sentir à quel point on est soutenu et à quel point aussi on soutient les autres. Mais du coup, c'est cet équilibre et que, tout un mécanisme se met en marche pour nous soutenir autour de nous quand nous, on se met en marche nous-mêmes, en fait. On se redonne, enfin, on reprend conscience de notre valeur profonde, de nos qualités profondes et de à quel point c'est important d'agir en fonction de ce qui, nous rend vivants. Donc pour faire ça, une étape, c'est se libérer des histoires que nous nous racontons parce que donc c'est des choses qu'on travaille beaucoup en coaching. On se rend pas forcément compte, mais on se raconte des histoires et ces histoires nous limitent. Je pense que c'est ce que j'ai écrit là. Donc nous avons des récits intérieurs tirés de notre expérience de vie, mais ça peut être aussi de ce qu'ont vécu, les autres, des histoires familiales dont on a hérité. Ces histoires ont façonné en nous des croyances. Nous agissons en fonction de nos croyances. Donc par exemple, j'ai travaillé avec une cliente qui était entrepreneur et elle a réalisé, dans une des séances, parce que du coup le coaching vise beaucoup aux prises de conscience, que, dans ses ancêtres, il y avait un illustre ancêtre qui avait vécu un échec et qu'elle était comme maintenue par une grande peur de l'échec qui ne lui appartenait pas. Et on a travaillé avec la part, d'elle qui avait peur, de cet échec et ça a libéré beaucoup de choses en elle. Donc c'est comme ça, parfois ces histoires et enfin, ça nous amène à mettre, en fait, le doigt sur des choses, comme des schémas qu'on joue qui sont très inconscients. Et donc notre travail est de devenir conscient des histoires que nous nous racontons et qui nous limitent. Hop. Et là, je vous ai donné des exemples parce qu'en fait, c'est pas si facile, sans exemple, donc c'est soutenant d'avoir des exemples. Alors, première croyance, je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt. L'histoire que je me raconte, c'est: «Je dois encore apprendre et perfectionner mes compétences avant de lancer ce projet». J'avais un ami, qui, était dans une grande boîte très prestigieuse de conseil, en stratégie et qui voulait lancer sa boîte et il se disait: «Pour lancer ma boîte, il faut que je fasse un MBA à Harvard ou autre université très prestigieuse». Parce qu'il pensait qu'il avait besoin de ça pour avoir la légitimité de lancer son entreprise et en fait, il était avec une petite copine qui voulait faire du saut à l'élastique et qui lui a dit: «Viens avec moi, je veux que tu viennes avec moi faire du saut à l'élastique». Donc lui, il avait pas du tout envie, mais il y allait pour elle et en fait, en faisant ce saut à l'élastique, c'est intéressant comme le corps est venu avoir un impact sur ce que par rapport à ce que sa tête pensait. En sautant dans le vide, son corps a compris qu'il avait pas besoin enfin, il a compris grâce à son corps plutôt, qu'il avait pas besoin de faire un MBA pour être prêt à se lancer et hop, il a démissionné, ou négocié un départ avec, son entreprise et il a lancé, son entreprise. Exemple 2, la croyance, c'est: «Je n'ai pas assez de ressources», par exemple. Donc l'histoire que je peux me raconter, c'est: j'ai pas assez d'argent ou j'ai pas un assez bon réseau ou je n'ai pas assez de soutien autour de moi pour réussir. Exemple 3, croyance: «Je dois tout contrôler». L'histoire que je me raconte, c'est: si je ne supervise pas chaque détail, tout va mal tourner. Exemple 4, la croyance: je ne peux pas montrer mes faiblesses. Et l'histoire que je me raconte, c'est: en tant que leader, je dois toujours paraître fort et compétent. Je ne peux pas montrer que je ne sais pas, par exemple. Croyance, exemple 5, le changement, c'est risqué. Et l'histoire que je me raconte, c'est: ben, tout fonctionne bien quand même pour l'instant. Changer les choses pourrait créer des problèmes. Voilà, donc vous pouvez voir des exemples de toutes les histoires qu'on peut se raconter. Et donc ces histoires, intérieures, consciemment, inconsciemment, elles impactent directement notre comportement et en tant que coach, on aide nos clients à devenir conscients de ces histoires parce que devenir conscient de l'histoire et donc de la croyance, c'est pouvoir s'en libérer et devenir capable d'autres décisions et actions. Et j'ai mis un petit yay parce que, bah, c'est ça notre, chemin de liberté profonde et d'affirmation de nous, parce que c'est ça l'idée, c'est de nous affirmer dans notre vie en étant qui on est profondément. Et il y a beaucoup des obstacles, je l'observe pour moi et pour les autres, qui sont très intérieurs.
Et donc, un exemple, c'est pour aider mes clients à identifier leurs histoires, je vais poser des questions comme: «Ce que tu me dis là, est-ce que c'est une expérience que tu as vécue ou est-ce que c'est quelque chose que tu projettes?» Et parfois, c'est une expérience vécue et parfois, c'est projeté. Et puis ensuite, on explore qu'est-ce qui devient possible quand je pense au-delà de mon histoire? Qu'est-ce que je peux alors déployer de moi? Et qu'est-ce qui est maintenant accessible pour moi qui ne l'était pas avant? Et j'ai mis cette phrase que j'aime beaucoup, que j'ai gardée aussi, c'est toujours ça, de la CNV, communication non violente, Thomas Dansembourg: «Petit pas par petit pas et avec douceur». Parce que en tant qu'humain, changer dans la violence, ça ne marche pas. Ça crée des résistances à l'intérieur de nous. Et moi, le seul, moyen efficace que j'ai vu pour réellement changer, c'est, le vouloir profondément et apprivoiser notre chemin d'évolution tranquillement à notre rythme. Donc développer énormément de conscience de soi, soin de soi, douceur avec soi. Ensuite, pour retrouver notre fil rouge, on a besoin de devenir plus conscient de nos mécanismes de protection. Et là, j'ai pris l'image d'un astronaute parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on se balade dans notre vie avec des armures autour de nous qui sont nos mécanismes de défense, nos schémas très automatiques de fonctionnement, et qui nous empêchent en fait, d'être dans une forme de liberté, d'affirmation de ce qui est vraiment important pour nous. Donc, en tant qu'humains, nous avons des mécanismes de protection qui nous permettent en fait de maintenir le statu quo parce qu'on a des instances psychiques et dans notre système qui veulent que surtout rien ne bouge parce que, l'inconnu, c'est pire que du connu qui est pas ouf, hein, voire qui, est vraiment pas cool. Donc, bah, on a plein de mécanismes en nous qui sont là pour surtout éviter que quoi que ce soit puisse changer. Donc, il y a, l'approche du bouddhisme que j'aime beaucoup, qui est aussi, associée régulièrement au coaching en développement intégral, qui parle des 3 poisons. Les 3 poisons qui créent de la souffrance en nous, c'est en fait, des mécanismes qui nous empêchent d'accepter comme la réalité de la vie qui nous traverse, qui veut nous propulser vers des expériences et de la nouveauté. Et donc ces 3 poisons, ce sont d'abord l'évitement, ensuite l'attachement, ensuite l'illusion. L'évitement, c'est, je ne veux surtout pas que tel type de choses se passe dans ma vie, donc inconsciemment, je vais contrôler ma vie pour ne surtout pas vivre ça. Donc, par exemple, une personne va systématiquement éviter les situations conflictuelles au travail par peur de l'inconfort ou des confrontations. Donc, officiellement, elle va dire: «Ah oui, pour moi, l'harmonie, c'est important. Moi, j'aime faire plaisir aux autres. J'aime, bah, que tout le monde, soit content et satisfait». Sauf que c'est un mécanisme d'évitement parce que c'est fuir les discussions difficiles, c'est retarder les prises de décision qui impliquent des conflits et c'est adopter une approche passive pour éviter d'agiter les eaux. Mais du coup, en général, quand on fait ça, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et voilà, il y a un manque aussi d'affirmation de soi et puis ça, bon, voilà, ça mène pas à des choses, positives. Ensuite, le deuxième poison, c'est l'attachement. Donc l'attachement, c'est je veux absolument qu'il se passe ça. Par exemple, une personne qui voudrait absolument évoluer professionnellement vers tel type, de métier, ou d'opportunité, ou une personne, qui veut absolument rencontrer, un partenaire de vie et en fait, il y a un attachement extrême. C'est-à-dire que la personne va tout faire pour vivre cette réalité-là, alors que la vie présente autre chose. Il y a comme une sorte de, de too much dans l'attachement à quelque chose. Donc, exemple, une personne très attachée à son statut social et à son succès cherche constamment à obtenir des promotions, des récompenses, des signes extérieurs de reconnaissance. Elle ressent un besoin constant d'accumuler davantage, que ce soit des possessions matérielles ou des signes de pouvoir, croyant que cela apportera un bonheur durable. Et puis en troisième poison, il y a l'illusion. L'illusion, c'est se maintenir dans une forme de déni de la réalité, se raconter des histoires, autour d'une situation qu'on vit pour pas toucher la souffrance, que serait admettre la situation réelle, qui se joue. Hem
Exemple, un dirigeant continue à croire que son entreprise n'a aucun problème alors que ses employés signalent des problèmes de management. Il préfère ignorer des signes de mécontentement et pense que tout ira bien sans nécessité de changement ou de prise en charge de sa part. Alors, je passe à la suite. Tac. Et donc, nous mettons en place des mécanismes de protection ou des schémas défensifs qui sont généralement automatiques. Donc, ce qu'on joue malgré nous. D'abord, la procrastination. On remet à demain. Exemple, un entrepreneur doit finaliser une présentation importante pour des investisseurs. Cette présentation, elle est déterminante pour l'avenir de son entreprise, mais l'idée de se confronter à une potentielle critique ou un échec rend anxieux cette personne. Et plutôt que de commencer à se mettre sur le travail de la présentation, cette personne va passer sa journée à répondre à des emails qui ne sont pas urgents. Autre mécanisme de défense, de protection, c'est le contrôle. Donc là, une personne va organiser toute sa vie sociale et professionnelle autour d'activités et de relations qui lui permettent de garder un contrôle émotionnel et d'éviter toute situation où elle pourrait se sentir vulnérable. Autre mécanisme, l'autosabotage. Alors que je prépare le lancement d'un projet clé, je commence à avoir des peurs et des doutes et j'oublie de mettre mon réveil, je rate un rendez-vous crucial et ça met en danger le projet. Ensuite, autre exemple, enfin autre mécanisme, le déni. Là, imaginons un dirigeant dont l'entreprise fait face à des pertes financières importantes, qui va nier la gravité de la situation et qui va continuer à dépenser sans revoir son budget ou son business model. Ensuite, la projection, c'est projeter sur les autres ce qui se joue pour nous parce que c'est trop insupportable de voir ça en nous. C'est pas possible en fait de voir ça chez nous. Donc par exemple, j'ai du mal à gérer mon anxiété et mon stress et je vais projeter ces émotions sur d'autres personnes autour de moi, par exemple mes employés si je suis dirigeant d'une entreprise. Ensuite, le rire ou humour défensif. Exemple, lors d'une réunion, un collègue va faire une remarque désobligeante sur mon travail, sous-entendant que je n'ai pas fourni assez d'efforts ou que mes compétences sont insuffisantes. Cette remarque me blesse profondément, mais au lieu d'exprimer mon ressenti ou de me défendre, je réagis avec un rire nerveux. Et ensuite, se sentir victime impuissante. Par exemple, je fais face à des obstacles externes, par exemple des démarches administratives qui sont imprévues, et je pense que je n'ai pas le temps, pas l'énergie de m'en occuper, et je vais me plaindre que le monde est contre moi et entrave mes plans. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup des mécanismes, et que nos réalités sont beaucoup faites en fait de mécanismes de protection. On a plus appris en fait à se protéger et à se défendre que à œuvrer pour ce qui nous fait profondément du bien. Et donc, ces mécanismes, pour beaucoup, sont inconscients et c'est là que le coaching, et notamment le coaching en développement intégral, qui a une approche extrêmement large de la personne, permet d'aider pour devenir conscient, consciente de nos schémas, pour nous permettre de les dépasser. Et on arrive à se réintégrer tête, cœur, corps, retrouver notre cohérence intérieure. C'est mon magnifique mari que j'ai mis sur la photo, je cherchais des visuels et je me disais: «Tiens, il est aux commandes», on était ensemble en voyage. Il pilote, ce petit bateau et pour moi, il y avait une forme de cohérence et d'intégrité, dans dans cette image. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fonctionnement dominant, valorisé dans notre société, c'est prendre nos décisions et agir à partir de notre mental, de la rationalité. Je discutais, avec des personnes qui parlaient de prendre un job parce que ça permettait de gagner, plus d'argent. Non, en même temps, c'est pas un bon exemple parce que cette personne disait qu'elle avait vraiment besoin de plus d'argent. Bon, je discutais avec mon psy qui me disait que parfois, il accompagne des personnes, qui ont pris des jobs parce qu'il y avait plus d'argent, plus de responsabilités, mais qu'en fait, sur le papier, en fait, c'est super et c'est très valorisé socialement, mais dans la réalité, ça rend pas forcément heureux et les personnes se retrouvent comme prises au piège dans des situations où elles s'épanouissent pas du tout. De même, parfois, on voit des personnes qui suivent des carrières magnifiques, qui ont sur le papier tout pour être heureux, le mariage, les enfants, la maison, la résidence secondaire, voilà et au bout d'un certain moment, en fait, il y a comme un assèchement total, un épuisement intérieur parce que, la personne se sent vide et n'est pas devenue qui elle était, mais elle est devenue qui la société attendait qu'elle soit. Donc voilà, donc c'est cette idée, que sur nos choix de carrière, nos relations sociales, amoureuses, sur l'achat d'un appartement, même la façon dont on mange, ou
le fait de se surinvestir professionnellement, le conditionnement social peut nous pousser à aller dans des schémas qui ne nous conviennent pas. Et se réintégrer, en fait, c'est dire comme stop et faire un pas de côté par rapport à ces modèles dominants, avoir le courage de sortir de, ce que les autres peut-être on imagine ou en vrai attendent de nous, pour écouter ce que ça dit à l'intérieur. Et ce que ça dit à l'intérieur, c'est l'intelligence de nos émotions, c'est l'intelligence de notre corps et donc c'est prendre nos décisions à partir de nos 3 intelligences intégrées, la tête, le cœur et le corps, les 3 ensemble. À chaque fois, je dois bouger mes petites barres de vignettes là. Alors et donc comment on fait concrètement? Parce qu'en fait, on a pu se déshabituer, totalement en fait d'écouter, le cœur et le corps, notamment en entreprise. C'est très malvenu, d'être en colère, de pleurer, de montrer qu'on a peur ou qu'on a des doutes, même être trop joyeux ou trop de bonne humeur, ça peut avoir l'air louche. Donc en fait, si on a travaillé beaucoup dans des univers d'entreprise ou d'organisations traditionnelles, bah, on a plutôt appris à amener notre tête au travail, gérer notre vie, enfin gérer notre travail avec notre tête et puis couper beaucoup les ressentis. Voilà, il y a notamment un mécanisme qui s'appelle la dissociation, où j'apprends à ne plus ressentir parce que c'est beaucoup plus facile pour piloter, ma vie. Sauf qu'à un moment, c'est plus possible de vivre comme ça. Donc comment on fait? Je m'habitue à connecter à mes émotions et à sentir ce que je ressens. Je prends l'habitude de ne pas seulement réfléchir à la situation, mais également la ressentir. Donc c'est là où parfois je propose à mes clients de faire des pratiques, parce que dans le coaching en développement intégral, on propose en fait des sortes d'exercices. Il y a des questions pour développer la conscience de soi, voir des choses qu'on ne voyait pas avant, discerner. Et puis il y a des pratiques. Et pour ce genre d'enjeu, ce serait par exemple faire de la danse intuitive, ou aller faire des cours de Feldenkrais, j'ai toujours peur de mal le dire, où c'est des mouvements extrêmement lents pour ressentir. Ça se réapprend en fait si on a un peu coupé. Notre corps nous parle, nos émotions sont des alliés et des guides. La communication non violente, c'est aussi un magnifique chemin pour aller comprendre que nos émotions viennent nous renseigner sur nos besoins et qu'il nous est demandé de prendre nos responsabilités pour agir en fait, devenir la personne responsable de notre vie, qui met en place ce dont on a besoin. Pas attendre, d'être sauvé ou que ça vienne, de l'extérieur, de quand il se passera ça, alors tout ira mieux. En fait, c'est maintenant que ça se joue, tout de suite. Parfois, nous nous sommes carapacés, donc on a construit comme une armure autour de nous pour ne pas ressentir car c'était trop difficile. Et donc c'est cette idée que réinvestir notre capacité à ressentir émotionnellement et somatiquement, c'est-à-dire dans le corps, c'est un cheminement et on y va en douceur et petit à petit, on retrouve cette boussole intérieure. Et maintenant, le langage de la justesse. Donc là, j'ai mis cette image, qui vient d'une formation que j'anime pour Ségos en communication non violente. Et en fait, c'est cette idée que pour développer une nouvelle réalité dans notre vie, on a besoin de certains mots. Donc, par exemple, il y a le renard tout à gauche qui est lui dans le conseil. Tu devrais t'affirmer davantage, il faut que tu vois un psy. Donc, lui, il a le vocabulaire là, du conseil. Là, le chat, il est dans allez, c'est rien, ça va passer. Le déni. Le petit hibou, il enquête. Dans quelle situation? Même en petit groupe. Avec qui? Parce que notre petit chacal, il dit j'en ai marre, personne ne m'écoute. Je passe au chien. Il diagnostique. Tu es trop timide. Je pense que le problème vient de ta mère. Et le gros nounours, il ramène à lui. Ça me rappelle quand j'étais petit, c'était presque pareil pour moi, sauf que, etc. Et la girafe, qui est le symbole de la communication non violente, parce qu'elle est grande, elle a un cou très long, une tête très haute, et du coup, elle voit loin dans la savane, elle prend de la hauteur. Et elle demande au petit chacal, tu es exaspéré parce que tu as vraiment besoin de considération et d'écoute, est-ce que c'est ça? Donc là, la girafe, elle a acquis le vocabulaire pour aider le chacal à se connecter à sa justesse. Donc, c'est cette idée que ça s'apprend en fait le processus pour s'aligner et ça passe aussi par un vocabulaire. Hop. Et des exemples très, je vais vous prendre des exemples de la vie quotidienne. Par exemple, si j'achète une maison et pour la première fois je me lance dans des travaux, je vais avoir besoin d'un vocabulaire pour parler, par exemple, avec mon entrepreneur. Ou alors lui, il va me parler de châssis, de cheville molly, de terrassement. Bah, au début, peut-être que je ne vais pas comprendre ce qu'il me dit. Idem, quand je fais mon premier stage en entreprise, au début, on va me parler, il y a plein de mots que je ne vais pas comprendre. Le workflow, ah, la semaine prochaine, c'est les RI, tiens, t'en es où sur tes KPI?
Idem, je fais une expédition en haute montagne, j'ai un guide qui va dire plein de mots nouveaux. Il va parler de l'aiguille, de l'accroche, de la goulotte, et au début, je vais rien comprendre. Donc c'est pareil pour l'alignement et la justesse. En fait, c'est aussi un apport du coaching en développement intégral lié à l'herméneutique. C'est qu'on a besoin d'un langage pour nous développer dans des nouvelles réalités de ce qu'on veut vivre. Et donc, je vous ai mis des exemples concrets de phrases. Par exemple, c'est je ressens versus je pense, ce qui m'attire versus ce qu'il faudrait, ce qui me rend vivant, c'est, je suis en joie quand, je suis habité par, quelque chose qui m'habite, c'est vivant en moi, j'ai la croyance que et ça m'empêche de, j'ai toujours fonctionné comme ça et aujourd'hui je suis appelée par, je me sens je veux versus on attend de moi que, cela ne me convient plus, j'aspire à, mon intention, mon élan, mon rêve, c'est, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est, l'ancienne version de moi dirait celui que je suis aujourd'hui pense que je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais que c'est ça que j'ai besoin de faire. Et ça permet de revenir à une expression fluide et authentique de qui nous sommes. Donc, l'idée, c'est que dans ce processus-là, il n'est pas question de se dire, il me manque quelque chose, je suis insuffisant et donc je dois acquérir des choses que je n'ai pas. Non, c'est le contraire. En fait, c'est cette idée du dépouillement, d'enlever les couches de protection pour nous rapprocher de notre moi authentique et vivant. Donc, nous n'avons pas à changer pour devenir quelqu'un d'autre. La proposition, en lien avec cette, quête-là, c'est de développer notre contact avec nous-mêmes, de cultiver une présence attentive aux signaux que notre corps nous envoie et d'écouter comme ça nos besoins, parce que c'est pas si facile de savoir quels sont nos besoins et de devenir pleinement responsable de prendre soin de ce qui est important. Donc c'est pas mental, c'est pas intellectuel, même si bien sûr l'intellect vient soutenir le processus. C'est aussi cette idée, vous savez, en yoga, à la fin, certains professeurs proposent de mettre les mains sur le front et ensuite mettre les mains sur le cœur et ensuite mettre les mains sur la terre. Et moi, j'aime bien ces symboles-là parce que c'est je mets ma tête au service de mon cœur et mon cœur au service de la planète. Et j'aime bien réintégrer ça, en fait, de comment ce qui me meut profondément, le sens, la direction, ça vient de mon corps, de mon cœur qui savent. Et ensuite, je mets ma tête au service pour réaliser ce qui est juste. Voilà, donc c'est pas mental intellectuel, c'est raviver nos capacités à ressentir. Donc, soyons conscients de là où se porte notre attention. Est-ce que je suis respectueux de moi, fidèle à moi quand je parle, quand j'agis, quand je pense? Ou est-ce que je donne la priorité à des normes externes? Est-ce que j'ai besoin d'une validation par les autres? Est-ce que j'ai besoin d'agir selon un cadre valorisé socialement? Suivons notre ressenti et la résonance. Et à partir de là, nous faisons fluidement les justes rencontres et nous nous trouvons face aux opportunités parfaites. Nous sommes invités à vivre notre chemin initiatique qui est unique. Ok. Et donc là, un petit temps pour vous de décantation. Comment je me sens après ces partages? Où est-ce que je me situe dans mon chemin d'alignement et de justesse? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? La pépite avec laquelle je repars? Et quel est le premier petit pas que ça me donne envie de faire? Donc je vous propose quelques minutes de réflexion pour ancrer un peu ce qui s'est joué en vous.
Encore une petite minute parce que on arrive à la fin et puis je voudrais terminer et vous donner aussi la parole si vous avez des questions. Ok. Vous retrouverez du coup les questions dans la présentation et je passe à après. Donc, si cette approche vous parle, comment, comment on peut continuer ensemble autour du coaching en développement intégral? Ben, moi, je propose des coachings individuels. Ensuite, il y a la formation qui aura lieu à Nantes, donc pendant 3 jours. Euh, voilà, c'est assez unique en fait d'avoir une formation d'initiation en France. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi après. Je ne vais pas garder tout le monde autour de ça parce que tout le monde n'est peut-être pas intéressé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le voyage avant le voyage, comment j'ai écouté ma boussole intérieure pour devenir créatrice de ma vie, dans lequel je raconte la préparation de mon année sabbatique et donc tout ce travail de me dire mais tout est possible, qu'est-ce que je fais? Et j'ai eu vraiment ce chemin de quête de mon alignement, de ma justesse et de connexion à cette boussole intérieure. Et puis à Bordeaux, là où je vis, j'anime des cercles de femmes de temps en temps et j'anime aussi une retraite en général au printemps avec une consoeur qui est naturopathe. Voilà. Et hop. Et là, vous avez toutes les infos pour rester en contact avec moi. Ok. Je vais arrêter le partage et je vous propose un tout petit peu de temps pour vos questions, si vous en avez. Ça peut être sur la formation, sur autre chose. Celles qui doivent vaquer à leurs occupations, il est 13h44, donc n'hésitez pas à nous quitter. Tu vas dormir, toi, Cathy, ouais. Bonne nuit. C'est chouette que tu sois là. Alors, Linda, Naïma, Céline, Carole, est-ce que si c'est pas des questions, ça peut être des partages? Ok, merci. Ouais. Moi, je veux bien partager quelque chose. C'est que, Ouais. en fait, tu as dit à un moment que si on est là, c'est que quelque part, on en ressent le besoin. Mhm, Et moi, effectivement, quand j'ai vu ce terme réalignement, etc., ça m'a intéressée. Je ne savais pas trop pourquoi. mhm. Et effectivement, je suis sur ce chemin. Voilà, donc je confirme que je suis sur ce chemin. Et voilà, tu as mis des mots sur des choses que je ressentais, que j'avais pas vraiment l'impression, tu vois, en tout cas que je verbalisais pas jusqu'ici. Donc ça m'a été très utile. Je te remercie Mhm. beaucoup. Super, avec plaisir. Merci de ton partage. Alors, Céline, une question sur le concept de moment de solitude choisi, se les autoriser. Oui, c'est ça, c'est se dire, ce soir, je vais choisir de rester seule et, et de prendre ce temps pour moi, pour faire quelque chose qui a du sens, de la valeur, de l'importance. C'est pas subir de la solitude, par exemple, parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient subir des temps de solitude, mais dans notre vie, enfin, dans notre vie d'humain, la vie sociale tient un grand rôle. Et parfois, on dit oui à beaucoup de sollicitations aux dépens de préserver du temps pour soi, en fait. Et ça peut être vraiment même du temps pour faire du sport, du temps pour cuisiner, du temps, mais le faire en conscience, en fait, le faire seul, le faire en étant au contact de soi. Par exemple, aller courir seul dans la nature ou aller courir avec une copine, discuter avec cette copine, ça va être une toute autre expérience. Et parfois, en fait, dans notre société, il y a tellement d'accès à plein de sollicitations, de stimulation. Par exemple, je vais pouvoir en permanence mettre un podcast et en permanence
écouter et me nourrir de ce qui vient de l'extérieur, mais quand est-ce que je connecte à ce que ça dit à l'intérieur de moi? Donc c'est pour ça que je parle de ces moments de solitude choisis où je vais faire quelque chose qui a profondément du sens pour moi et je vais savourer ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une dernière chose que vous voulez partager, Linda, Céline. En tout cas, je vous remercie, de votre présence. Moi, j'ai une question, Julia. Oui, dis-moi. Euh, Tu as dit que en tant que coach, on évolue en même temps que le coaché. Oui. Euh, Lorsque la problématique du coaché vient taper sur une blessure propre Mmh. au coach qui n'a pas réglé, ça se gère comment? Alors déjà, en début, de coaching, avant de se dire «oui» entre coach et coaché, il y a une Ok. rencontre et dans cette Mm. rencontre, mutuellement, on se présente l'un à l'autre et dans cette rencontre, nous, en tant que coach, on va bien sentir ce que ça nous fait d'être au contact de cette personne et généralement, s'il y a une blessure assez intense pour qu'elle vienne venir rencontrer notre blessure à nous, on va le sentir assez tôt. D'accord. D'où, en fait, ce choix mutuel en fait, en tout début de relation, de se dire, le coach choisit, enfin le coaché choisit son coach, mais nous, le coach, on choisit aussi notre coaché dans la mesure où on peut dire: «Ben, je me sens pas d'accompagner cette personne parce que ça vient toucher des choses trop, sensibles à l'intérieur de moi». Donc ça, c'est une chose et puis deuxième possibilité, c'est si ça apparaît plus en cours de Mm. coaching, bah, il y a la supervision. En fait, en tant que coach, on est supervisé, on a des conversations avec nos superviseurs et Mhm. généralement, rien n'arrive par hasard dans notre vie. Donc, si on a un client qui, au bout de X séances, alors qu'on s'est déjà engagé dans la relation de coaching, ben, il y a ça qui émerge et ça vient, waouh, nous renverser, nous bouleverser, et ben, peut-être que c'est une opportunité d'aller visiter cette blessure-là, du Mhm. coup, avec une personne qualifiée, professionnelle pour ça, et typiquement, ça peut être un superviseur et aussi un thérapeute, pour venir voir. D'accord. Et après, ben, on statue, c'est-à-dire que, soit on est capable, de gérer et de poursuivre la relation, soit, dans ces cas-là, on va confier la personne à une autre, personne pour poursuivre. Mais l'idée, c'est aussi d'en discuter avec notre coaché, enfin, si jamais on veut interrompre la relation pour que la personne comprenne pourquoi, par exemple, on se sent Ok. plus de l'accompagner, quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Au revoir Céline. OK, bah, super, avec plaisir. Bah, je vous souhaite une belle suite de journée. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.